Voilà, alors bienvenue pour ce soir. Alors je vous remercie maintenant d'éteindre vos micros. Si vous avez des questions, vous les écrivez sur une feuille parce que souvent vous aurez la réponse dans ce soir. Et à la fin, vous réactiverez vos micros parce qu'on va parler ensemble. Je répondrai à vos questions et on va pouvoir échanger. Donc là, si vous pouvez éteindre vos micros, c'est en bas à gauche. Il suffit de cliquer dessous. J'aimerais commencer par une histoire. Imaginez une petite extraterrestre qui est envoyée sur la Terre avec un corps d'humaine. Toute petite, elle veut comprendre son environnement, les gens et elle-même. Et alors pour cela, elle observe beaucoup pour comprendre. Elle observe la nature, elle observe l'intérieur des tulipes, par exemple, le comportement des gens, leurs attitudes, et elle observe aussi ses propres réactions. À 9 ans, à l'école, elle va utiliser la récréation, pas pour s'amuser avec les autres, mais pour faire des exercices de grammaire avec une camarade qui avait des difficultés. Elle dictait même à 9 ans, en CM2, à son père, une petite lettre, une décharge, qui stipule qu'elle n'avait pas besoin d'apprendre les règles de grammaire parce qu'elle les comprenait et savait les appliquer. À 11 ans, elle donne des cours pour aider à comprendre les maths. Et un peu plus tard, elle enseigne la lecture à un jeune de 18 ans qui avait une trisomie. Elle adore lire parce que cela lui permet de rencontrer des milliers de personnes. À 17 ans, elle est passionnée par son travail à la poste parce que les gens lui racontent leurs problèmes. Et du coup, ça l'aide à comprendre leur fonctionnement. Parallèlement, elle veut comprendre son environnement. Par exemple, à 10 ans, elle veut apprendre comment coudre des habits. Et puis, comme la machine à coudre de sa mère ne fonctionnait pas, elle l'a démontée pour comprendre son fonctionnement. Elle l'a remontée et après, elle a pu coudre. Et surtout, elle réfléchit beaucoup sur elle-même pour comprendre comment elle réfléchissait. Et puis, quelles étaient ses émotions, pourquoi, le sens de la vie. Vous l'avez peut-être deviné, mais cette petite fille, c'est moi. Alors, vous rassurez-vous, je ne crois plus que je suis une extraterrestre, mais j'ai encore beaucoup besoin de comprendre l'environnement, les autres et moi-même. J'ai été officiellement enseignante à 20 ans, agrégée à 21, et j'utilisais les maths pour apprendre à réfléchir aux élèves. J'adorais leur parler en dehors des cours. Pourquoi? Parce que c'est là que je remarquais que leur manière d'aborder la vie de tous les jours était intimement liée à leur réussite scolaire. Mais ce qui m'a aidé le plus dans ma quête de compréhension, c'est la venue de mon quatrième fils. Il est né il y a 30 ans et il est né avec plusieurs handicaps qui étaient combinés. Et moi qui adorais les défis, j'ai été servie. Les professionnels, dont des médecins très réputés, les grands spécialistes, ils disaient qu'ils ne marcheraient jamais, qu'ils ne parleraient jamais. C'était que des jamais, 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 jamais. Et de toute façon, ils seraient incapables d'une quelconque scolarité. Et grâce à lui, j'ai pu approfondir les réelles causes des difficultés et y remédier. J'aime beaucoup Mark Twain. Mark Twain parce qu'en fait, il a dit, hop, je vais montrer là, vous voyez, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ça a été vraiment, c'était vraiment ma vie. Parce qu'en fait, je ne savais pas que c'était impossible, ou je ne croyais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. Et comment est-ce que je l'ai fait? Regardez ça. En fait, si vous construisez une maison, vous avez besoin de fondations. Parce que sans fondation, la maison ne peut pas tenir. Donc, les fondations, c'est la base. Imaginez une voiture dont le moteur est défaillant. Elle ne peut pas avancer. Donc, j'avais compris qu'il s'agissait de travailler pour mon fils des bases. Et ce qu'il ne savait pas naturellement, j'allais lui apprendre.
Et pas à pas, même par tout petits pas, je faisais tout pour comprendre comment il fonctionnait pour lui apporter ses bases. Et on rappelle la machine à coudre. Comme la machine à coudre, je décortiquais tout pour comprendre le fonctionnement de son environnement pour pouvoir mieux lui expliquer. Et en plus de toutes mes réflexions, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai lu énormément pour m'améliorer sur tous les plans. Et donc, oui, ça fait plus de 30 ans maintenant, je partage mes connaissances à des parents, à des professionnels, et cela me passionne. Alors maintenant, je vais vous proposer de faire un petit jeu parce que je vous ai promis 3 secrets pour voir comment faire pour que les apprenants apprennent 10 fois plus vite que dans le système scolaire. Et en fait, je vous l'ai dit, ces 3 secrets depuis le début. Pourquoi? Quels sont ces 3 secrets? Alors, j'ai un petit jeu et je vous propose de voter. Donc, quels sont les 3 secrets pour enseigner avec 10 fois plus d'efficacité? Allez-y, vous cliquez. Pour l'instant, il y a un vote. Allez, allez, choisissez. Donc, est-ce que c'était la tulipe, la récréation ou la décharge qui stipulait que pas besoin d'apprendre mais de comprendre? La récréation, la machine à coudre, comprendre ses émotions, l'environnement, les gens, soi-même, ou les fondations, le moteur, les croyances. Allez-y, lancez-vous. J'ai 11 personnes qui ont voté. 12, 14. Super, presque tout le monde a voté. Il y en a encore 2 qui n'ont pas voté. Allez, lancez-vous, on ne peut pas se tromper. En fait, il n'y a rien de faux là-dedans. Je vais vous partager les résultats du sondage. Il n'y a rien de faux. Il n'y a rien de faux parce qu'en fait, tout représente les 3 choses que je faisais, c'est-à-dire comprendre l'environnement, comprendre les autres et comprendre soi-même. La tulipe, c'était comprendre l'environnement. La récréation, c'était être avec les autres. La décharge, c'était aussi de la compréhension de soi-même. La machine à coudre, c'était l'environnement. Les émotions, c'était soi-même. La récréation, c'était les autres. Et puis les fondations, le moteur, la croyance, ça en faisait partie aussi. Ok, alors vous avez bravo, bravo, bravo. Hein. On va arrêter ce partage. Voilà. Et puis, on va continuer à aller un peu plus loin là-dedans, dans les environnements, les autres, et puis soi-même. On va commencer par l'environnement. L'environnement. On verra les gens et on verra soi-même. Et rappelez-vous qu'il s'agissait pour moi de comprendre. Comprendre ces 3 choses. On peut le représenter aussi comme ceci. Voici l'environnement, voici les gens et voici soi-même. Voilà nos 3 secrets. Alors, on va voir un petit peu l'environnement. J'ai dit qu'il s'agissait de comprendre l'environnement, les gens et soi-même. Vous m'entendez? Il y a un son. Voilà. J'avais dit qu'il s'agissait de comprendre. En fait, on peut aller plus loin. Il s'agit de voir comment améliorer. OK? Et cette amélioration, pour moi, elle était nécessaire quand mon fils est né parce que là, je ne pouvais plus me contenter de ce que je faisais. Alors, pour voir, comprendre ça d'un point de vue scolaire, l'environnement, on va le remplacer par la tâche. Les autres, on va remplacer par l'apprenant.
Et soi-même, on va remplacer par le métapédagogue. Donc, toujours améliorer ces 3 pôles. Alors là, je vous parle de métapédagogue, c'est peut-être la première fois que vous entendez ce mot pour certains d'entre vous. D'où ça vient? Métapédagogue vient de méta, méta qui veut dire aller au-delà, et pédagogue, pédagogie, que vous connaissez déjà. Donc, ça veut dire c'est quelque chose, c'est une manière de faire qui va au-delà de toutes les pédagogies. Quelle que soit la pédagogie que vous utilisez déjà, la métapédagogie va pouvoir la sublimer. Et avant de comprendre, je vous ai dit que je vais parler de ces 3 en détail, mais avant de comprendre ça, j'ai envie de vous faire un petit peu languir, mais on a vraiment besoin, pour comprendre ces 3 clés, on a besoin de comprendre une notion essentielle. Voilà, la notion de contenu. Et là, j'aimerais qu'on fasse un petit test. Toujours dans le chat, vous allez imaginer que vous rappelez que vous avez été en 5e en histoire, et j'aimerais que dans le chat, vous écriviez, en histoire, vous avez eu à peu près une 40aine d'heures. Imaginez que vous devez écrire le contenu de ce que vous avez appris en histoire en 5e. Combien de feuilles allez-vous remplir? De feuilles A4. Vous écrivez dans le chat. Bonjour Sonia de Tunisie. Alors, une feuille, une demi-feuille, un bout de feuille, des gros titres, un quart, quelques lignes, 3 mots, la moitié d'une page A4. C'est trop loin pour moi. Une demi-feuille. Moi, je peux vous avouer que je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai fait. Moi, en histoire géo, ce serait même 0 feuille pour moi. Rien. Oui, Marie-Hélène, comme moi. Et en fait, je me dis, mais zut, alors, comment ça se fait? Et en fait, il suffit d'étudier un peu le principe des mémoires. Oui, rien, Marie-Hélène. Une feuille quand même pour Vincent. Bravo pour ceux qui arrivent à écrire une feuille, hein, vraiment bravo. En fait, moi, je pense que je ne suis pas la seule, j'ai besoin de réactiver ma mémoire. Si, pour tout ce que j'apprends, pour les choses que je dois apprendre par cœur, si je ne réactive pas la mémoire, on oublie. Donc, on a besoin de réactiver régulièrement, sinon on oublie. Et c'est normal, c'est du contenu. C'est du contenu. On ne peut pas se souvenir du contenu à long terme si on ne réactive pas. C'est pas possible. Mais maintenant, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un ami qui a fait une chute. Il était guide de haute montagne, il avait dévissé, il a fait une chute. Et lorsqu'il a fait sa chute, ben, il a été gravement accidenté et il n'a pas fait de ski pendant 37 ans. 37 ans. Il a remonté sur ses skis, il est remonté sur ses skis à plus de 70 ans. Je peux vous dire, j'étais là. Quand je l'ai vu skier, c'était comme s'il n'avait jamais arrêté de skier. C'était impressionnant. Ok, sa manière de skier, son style, etc. En fait, pourquoi? Parce que c'est pas du tout. Pourquoi? Pourtant, pendant 37 ans, il n'a pas réactivé sa manière de skier. Mais c'est pas du tout le même type de mémoire, c'est une mémoire procédurale. Et donc, c'est un peu comme pour le vélo. Quand on fait du vélo, même si on n'en fait pas pendant 10 ans, on se va sur une selle et on s'en souvient encore. Le processus ne s'oublie pas. Il perdure dans le temps. Le contenu, c'est enseigner le quoi et le processus, c'est enseigner le comment. Et nous, on va travailler en métapédagogie sur le comment. Et en travaillant sur le comment, cela va nous permettre d'enseigner quand même du quoi. Donc, on va viser au processus, on va viser au comment, et par le comment, on va enseigner le quoi.
d'une manière tout à fait naturelle et donc avoir quand même des résultats. Alors là, j'aimerais faire une petite parenthèse parce qu'il y en a beaucoup qui confondent processus et technique. Il y en a qui confondent, on peut apprendre beaucoup de techniques sans les comprendre. Par exemple, en grammaire, je mets un A sans accent si je peux remplacer par avec. Ok, c'est une technique. Mais si on ne l'a pas comprise, est-ce qu'on va s'en souvenir? C'est pareil pour le calcul, hein, pour faire une division. Vous avez peut-être appris une technique, mais si vous n'avez pas compris d'où ça vient, qu'est-ce qu'on fait, vous n'allez pas pouvoir vous en souvenir si vous n'en faites pas pendant des années. Par contre, si vous avez compris d'où ça sort, comment ça vient, comment c'est goupillé, à ce moment-là, vous arrivez à le comprendre et à vous en souvenir. C'est pour ça qu'on arrive donc au résultat. Donc, ces processus sont absolument essentiels en métapédagogie et ces processus, on les enseigne par des fonctions cognitives. Les fonctions cognitives qui font partie des processus, et on a aussi des opérations mentales. En fait, toutes les stratégies d'apprentissage s'appuient, se basent sur ces fonctions cognitives. Vous vous rappelez au début, quand je vous ai montré les fondations d'une maison, ou comme je vous ai montré les pièces d'un moteur, voilà, les fonctions cognitives, c'est la base. C'est vraiment la base. Nous, on en a 29. Elles se déclinent dans 8 domaines et en 3 niveaux. Et donc, du coup, on peut arriver d'une manière très fine à réparer certaines choses. Donc, je vous ai dit qu'on commencerait par l'environnement, mais on va commencer par l'apprenant. Ça va plus dans l'ordre des choses. Regardez, l'apprenant, je vais vous montrer un exemple. Voici l'apprenant. L'apprenant, il fonctionne, il a un cerveau qui permet de réfléchir, il a des fonctions émotionnelles et il a des fonctions cognitives. Et en fait, on va voir plus tard que les deux sont liés. Les deux sont liés. On va juste reprendre les fonctions cognitives un petit peu pour mieux les comprendre. Ces fonctions cognitives, elles sont vraiment essentielles pour construire tous les apprentissages. Pour construire tous les apprentissages, que ce soit en français, en calcul, en histoire. On peut enseigner l'histoire avec des processus, bien sûr, et là, on retient beaucoup mieux. On peut la géographie, apprendre à de la mécanique, le carrelage, tout peut s'apprendre avec des fonctions cognitives. Et donc, du coup, l'apprenant va devenir beaucoup plus performant s'il prend conscience de ses fonctions cognitives. Mais si jamais on voit qu'il y a des fonctions cognitives qui sont déficientes, l'apprenant ne va pas pouvoir apprendre, l'apprentissage ne va pas tenir. Et c'est pour ça que c'est à nous de restaurer les fonctions cognitives pour qu'il puisse avoir les bases. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel de comprendre. On va voir ça un peu plus loin, un peu plus tard dans comment est-ce que nous on fait. Rapidement, je vous montre l'environnement, donc la tâche. La tâche, nous, on la décrit en métapédagogie avec 7 paramètres. 7 paramètres qui vont nous permettre d'anticiper les difficultés. On va analyser vraiment les difficultés éventuelles ou alors pour bien préparer la séance, modifier éventuellement des paramètres. Par exemple, si on voit que dans ce qu'on a préparé, il y a un niveau d'abstraction qui est trop élevé, on va peut-être ajouter un peu de concret parce qu'on sait que notre élève a encore des difficultés en abstraction. Ou alors, on voit qu'il y a trop de choses, trop d'informations, et que notre élève qui a des difficultés autistiques va être perturbé par toutes ces informations. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut cacher pour lui laisser un peu plus d'essentiel. Voilà, ça, ce sont des exemples d'analyse d'une tâche. Et on travaille sur nous. On travaille sur nous. Pour nous, on a 12 critères pour apprendre à bien enseigner. Donc, on va voir des petits exemples. Comment est-ce qu'on peut faire? Et donc, on s'intercale, on va plutôt dire, entre notre apprenant et notre tâche. On va choisir la tâche, ou alors des fois, la tâche s'impose à nous parce qu'en fait, c'est un travail scolaire qui doit être fait par l'élève, par exemple. Et donc, dans ce rapport entre le métapédagogue et la tâche, il va analyser cette tâche
pour voir aussi les fonctions cognitives qu'il y a dedans, pour voir les difficultés éventuelles. Et puis, il va observer l'apprenant. L'apprenant, lui, est censé faire la tâche, faire par exemple une activité scolaire. Cette activité, elle demande des fonctions cognitives et l'apprenant va les mobiliser ou non. Et le métapédagogue, lui, va intervenir auprès de l'apprenant avec ses 12 critères pour pouvoir, par exemple, il va donner de la motivation à l'élève. On va peut-être faire une masterclass sur la motivation parce qu'il y a vraiment de quoi parler pendant plus d'une heure. Comment est-ce qu'il peut motiver l'élève. Après, imaginez que l'apprenant, il réussisse, entre guillemets, il trouve le bon résultat. Le métapédagogue, lui, il ne va pas s'en contenter de ce résultat. Il va lui demander comment tu as fait pour y arriver. Que l'élève ait réussi ou pas, de toute manière, on va décortiquer pour faire ressortir le comment. Comment est-ce que c'est possible? Comment tu as pu faire? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. On va analyser les erreurs éventuelles. Bien sûr, les erreurs, c'est quelque chose de positif pour nous parce que c'est ça qui va donner de la force et qui va nous permettre de trouver des fonctions cognitives dont l'apprenant a besoin pour pouvoir exécuter les choses. Et donc, dans ce triangle, des fois, l'apprenant ne peut pas répondre directement et il va passer par le métapédagogue qui va lui enseigner des fonctions cognitives pour mener à bien cette tâche. On avait parlé, on va voir quelques aspects du métapédagogue. Une chose dont on a déjà parlé, c'est l'émotionnel et le cognitif qui sont tellement liés. Alors, ce qui est très important à voir, c'est que comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'ajouter de l'émotionnel dans l'apprentissage. Un exemple simple de métapédagogue, c'est la félicitation. Alors, comment félicitez-vous? Stella, tu réponds pas, s'il te plaît. Donc, vous écrivez dans le chat. Je demande à Stella de ne pas répondre parce qu'elle est formatrice. Donc, répondez dans le chat. Comment est-ce que vous félicitez? Voilà, vous avez votre élève, il a fait 263 fois 547 et il a trouvé le bon résultat. Comment vous félicitez? Alors, bravo, je dis bravo, tu as réussi à, bravo, continue. Bravo, excellent travail. Sincèrement, sans immodération. Bravo, très bien. Bravo, avec le prénom de l'apprenant. Oui, c'est bien de préciser le prénom. Ok, alors on va imaginer, moi je suis l'apprenant. J'ai fait ma multiplication, j'ai trouvé le bon résultat. J'ai trouvé le bon résultat. Vous, en face, vous êtes mes professeurs. Déjà, j'ai trouvé le bon résultat parce que j'ai fait 2 erreurs combinées et donc du coup, ça ne fait rien. Vous n'avez même pas vu mes erreurs, mais ce n'est pas grave, vous me félicitez, c'est très bien. De toute façon, je ne sais même pas que j'ai fait des erreurs. Et puis, je me dis, waouh, ce qui est le plus important, c'est d'avoir trouvé le résultat. Puisque vous me dites bravo parce que j'ai trouvé le résultat. Donc, vous me focalisez sur mon résultat. Là, c'est pour un exemple, mais imaginez que ce soit toujours comme ça. Chaque fois, j'ai des félicitations parce que j'ai trouvé le résultat. Comment est-ce que je vais penser, comment est-ce que je vais réfléchir? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Au niveau de mon travail scolaire, qu'est-ce qui va être le plus important pour moi?
Qu'est-ce que je vais rechercher Qu'est-ce que je vais rechercher? Écrivez dans le chat. Si on me félicite toujours pour le résultat, avoir de bonnes notes. Le principal, c'est trouver la bonne réponse. Tout à fait. La finalité, la récompense. Le plus important pour moi, ça va être de trouver le bon résultat. Tout à fait. Voilà. Donc, pour moi, on va m'orienter sur le résultat. C'est le résultat que je dois rechercher. C'est la chose la plus importante pour moi. Donc, et c'est comme ça que vous avez des élèves que la seule chose qu'ils regardent, c'est la note. Ils ne regardent même pas ce que le professeur a mis en remarque. Ils ne cherchent même pas les erreurs. Ils ne cherchent même pas comment s'améliorer. Ah oui, j'ai un 12, c'est bien, j'ai la moyenne. Ils ne regardent même pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux. Vous n'avez pas vu ça? Sûrement. Donc, je regarde encore ce que vous avez écrit. Tout à fait. Oui, tout à fait, Nelly. L'apprenant va juste chercher la réponse, peu importe le moyen, même éventuellement de copier, ok, ou de tricher. Et donc, du coup, oui, Laurence, l'élève ne va pas focaliser sur le processus qui est utilisé. Donc, nous, en tant que métapédagogue, on va dire bravo et on va dire pourquoi, donc, avec le processus qu'il a utilisé. Bravo, parce que là, tu as bien comparé. Bravo, parce que même là, tu as vérifié par toi-même et tu as vu tout seul qu'il y avait une erreur. OK? Donc, à chaque fois, même s'il y a une erreur, on va féliciter parce qu'en fait, on va inciter l'apprenant à vérifier par lui-même. Et donc, du coup, comme il va vérifier par lui-même, parce qu'on lui donne des stratégies pour cela, il va trouver lui-même qu'il y a des erreurs et on va le féliciter. Donc, du coup, il est orienté processus. Et ça change tout. Parce que, ça va augmenter son sentiment de compétence, parce qu'on ne va pas féliciter juste à la fin, on félicite tout le long. Donc, il augmente son sentiment de compétence. Vous vous rappelez ici? J'ai dit que les deux sont liés. En félicitant, on augmente le sentiment de compétence. Et en plus, on fait prendre à l'enfant, ou à l'adolescent, ou à l'adulte, ça dépend avec qui on travaille, de la fonction cognitive qu'il vient d'utiliser. Et ça, c'est magique parce que du coup, c'est associé à quelque chose de bien, d'agréable, puisqu'on est félicité. Et donc, ça va renforcer la fonction cognitive. Donc, on a vu comment féliciter. Une autre chose que le métapédagogue ne fera jamais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dans le dos d'une autre personne. Qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a collé? Écrivez dans le chat. Oui, Stella. Oui, Nelly. Il colle une étiquette à la personne. Imaginez, quelqu'un me colle l'étiquette et il me dit, ouais, Christine tu es insupportable. OK? Tu es insupportable. Moi, le verbe tu es, et c'est le verbe être. Moi, je suis Christine. OK? Christine égale, moi égale Christine. OK? Si elle me dit, tu es et insupportable, moi égale insupportable. Ça rentre dans mon être. Et imaginez les dégâts que ça fait quand on fait ça à de jeunes enfants jusqu'à 7 ans. On les programme. Je travaille je coach des adultes, souvent qui manquent de confiance en eux. Et à chaque fois qu'on remonte, ça remonte à la petite enfance, avec des étiquettes qu'on leur a collées. Tu es incapable, tu es timide, ou tu n'arriveras jamais à faire ci, tu n'arriveras jamais à faire ça. On programme les enfants tout petits avec des étiquettes, ok, en utilisant le verbe être, ou en disant tu ne pourras jamais faire ci ou jamais faire ça. Et il faut sacrément avoir de la volonté et une grande personnalité pour se dire que ce n'est pas vrai. Ok. Donc nous croyons que les étiquettes interdisent le changement. S'il y a une seule chose à retenir là de ce soir, c'est ça. Ne mettez jamais d'étiquette sur les personnes. Ne laissez jamais
des professionnels ou qui que ce soit mettre des étiquettes sur des enfants. Ne mettez jamais d'étiquette sur vous-même. Ok? Nous croyons que toutes les personnes sont modifiables, qu'elles peuvent changer. Et les étiquettes, elles interdisent le changement. Et les enfants, des fois, on a des enfants qui ont des handicaps très importants. Ce sont des êtres exceptionnels parce qu'ils ont une sensibilité exceptionnelle. Ils ressentent tout ce qu'on ressent. Et si on ne croit pas en eux, eh bien, on va leur couper les ailes. Et nous, on a des résultats formidables quand on travaille avec des apprenants, rien que par la base de la base, c'est-à-dire qu'on croit en eux, on croit qu'ils sont capables. Et quand les enfants ils sentent qu'on a confiance en eux, eh bien, leur capacité est multipliée par 10. Ça, c'est ce que souvent les personnes voient d'un apprenant. Et nous, on voit tout ce qu'il y a en dessous. Et tout ce qu'il y a en dessous, ce n'est pas 9 dixièmes. Nous, on voit l'infinité, une infinité de potentiel. Et c'est ce potentiel-là que nous faisons monter. Et c'est notre responsabilité de le faire monter. Et si jamais l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte ne comprend pas, eh bien, c'est parce qu'on ne lui a pas bien expliqué. C'est parce qu'on lui a... Nous, on croit que c'est parce qu'on ne lui a pas bien expliqué, qu'on ne l'a pas enseigné de la bonne manière. Et on va lui dire, c'est parce que je ne t'ai pas expliqué de la bonne manière. Ok? C'est à nous de nous adapter à l'apprenant et non l'inverse. Donc ça, c'est vraiment, vraiment essentiel d'avoir cet état d'esprit-là, parce que ça va changer toute la manière d'enseigner. Donc là, voilà les 12 critères qu'on utilise pour bien enseigner. Et ça donne le plaisir d'apprendre, la motivation, l'erreur qui est une source d'apprentissage. Je vais vous donner l'exemple d'un garçon de 11 ans qui est arrivé fin août. Comme diagnostic, il a toujours l'IMC, aucune communication orale, ni avec ses mains. Et ses parents, avant de venir, ils m'avaient même demandé s'ils devaient venir avec leur enfant, parce qu'on leur avait dit que de toute façon, il n'était pas capable d'apprendre. Donc, ils voulaient juste avoir quelques conseils pour savoir comment ils pouvaient faire avec leur enfant pour qu'il soit le plus heureux possible. Donc, évidemment, je leur ai dit de venir avec leur enfant. En 5 jours, vu qu'il ne savait rien, il a appris les nombres, leur décomposition jusqu'à 6. Il a commencé le pointage avec les doigts. Il a appris les associations de voyelles A, U, E, U, O, U qui fait OU, A, I qui fait E, I qui fait E, O, I qui fait OA, E, A, U. Voilà, il a appris à lire certains mots. Lui qui ne parlait pas, il a commencé à répéter des mots. Il a commencé à dessiner sur tablette et même sur un tableau interactif. Et qu'est-ce qu'il dessinait? Des parallèles, des angles droits, voilà, des choses abstraites. Et plus que tout, il a appris, il a découvert le plaisir d'apprendre. Rappelez-vous, comme l'émotionnel et le cognitif sont liés. Quand on donne le plaisir d'apprendre à un enfant, parce qu'on lui apprend par processus, à ce moment-là, il y a tout l'émotionnel qui est gonflé avec la dopamine. Et du coup, l'enfant, il a encore plus envie d'apprendre. Il rentre vraiment dans les apprentissages, il veut découvrir, il devient curieux. Dernière nouvelle, il a fait un crumble en coupant lui-même les pommes. Il s'est maintenant lâché avec sa main, alors qu'avant, il ne lâchait pas. Il arrive, sa pince avec les 2 doigts, elle devient meilleure de jour en jour. Voilà, il peut mettre maintenant la table. Et il a découvert un nouveau sentiment qu'il ne connaissait pas, qui est la fierté. Et ça, c'est vraiment très, très chouette, parce que là, vous voyez que même le corps est lié avec le côté intellectuel. C'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et j'ai des nouvelles de lui par une personne qui s'occupe, lui, de son côté physique. Et il m'a raconté aussi les progrès qu'il a fait. Un autre exemple, il est arrivé pour la première fois fin avril, il avait presque 10 ans, pas de langage, passif, pas d'interaction, en fauteuil, jamais bénéficié d'un apprentissage intellectuel. Il a fait
15 jours avec nous, plus un suivi avec ses parents. Et en fait, c'est vrai que je pourrais vous parler de ses progrès scolaires. Je pourrais vous dire, je vais vous montrer la page, je pourrais vous dire qu'en fait, voilà, maintenant, il sait écrire avec tablette, il fait les grands nombres, il a découvert le tableau périodique des éléments, il apprend des choses sur l'univers, sur la Terre, il est passionné par ça, il regarde des livres. Je pourrais vous parler de ça en long, en large et en travers, mais pour moi, la chose la plus importante, c'est qu'il a retrouvé sa place aussi dans la famille. Il y a de la communication maintenant avec sa famille. Et en fait, c'est toute la famille qui en a bénéficié. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique parce que c'est là maintenant, il est heureux. Donc, vous voyez, la métapédagogie passe par le plaisir d'apprendre, la motivation, l'erreur comme source d'apprentissage. On fait plein de choses, plein de choses. On travaille avec des formations, des programmes d'accompagnement aux parents, aux professionnels, en ligne, en distanciel, en présentiel. On a aussi des semaines, comme on a fait, c'était là les 2 enfants que vous avez vus, ils ont participé à des semaines de boost intensif de 5 jours, où l'enfant est pris individuellement en charge par toute une équipe. Et puis aussi, il y a des métapédagogues qui existent dans toute la France, qui travaillent avec des enfants en direct, ou alors aussi des fois on coach des adultes qui travaillent avec un enfant, donc à distance. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi vous poser des questions. Est-ce que vous aussi, vous aimeriez avoir des résultats similaires et puis voir vos apprenants accéder aux apprentissages? C'est vraiment fantastique de voir que tout le monde dit c'est impossible et puis vous arrivez à le faire. Et puis après, quand vous voyez des parents qui sont enthousiasmés, qui ont des larmes dans les yeux, vous êtes enfin alignés avec vos valeurs. La fierté, ça devient un sentiment que vous avez de plus en plus. Vous êtes beaucoup plus disponible mentalement, émotionnellement. La vie de famille a un retentissement. En fait, tout cela, vous pouvez vous dire que si vous voulez du changement, en fait, si vous voulez du changement dans votre vie professionnelle ou dans votre famille, en fait, ça ne vient pas tout seul. On doit agir, on doit faire les choses. Ce n'est pas un claquement de doigts qui a fait que mon fils a progressé comme il l'a progressé. C'est lui qui s'occupe de ma comptabilité maintenant. Il s'agit de faire des choses, il s'agit d'agir. Apparemment, on peut des fois dépendre d'un système. Les systèmes, ça peut être des systèmes extérieurs, comme des organisations dans lesquelles on travaille. Moi, j'étais dans l'éducation nationale. Mais on peut aussi être enfermé par des fausses croyances. On peut aussi avoir des difficultés de confiance en soi, de croire qu'on n'est pas capable. Des fois, on peut avoir peur de mal faire. Des fois, on a peur de l'échec. Des fois, on peut se demander comment on peut motiver nos apprenants. Des fois, on n'a pas de bons outils non plus. Puis, on voit qu'il y a des comportements qui sont difficiles, des blocages. Et puis, on agit des fois pas comme on aimerait agir. Et des fois, on voit souvent des personnes qui se sentent pas légitimes, qui ont le syndrome de l'imposteur. Et en fait, tout ça, ça peut être du passé. Et comment est-ce que ça peut être du passé? Imaginez la joie que vous ressentez quand il y a un apprenant qui a atteint ses objectifs, quand tout le monde pensait que c'était impossible. Imaginez que vous avez vraiment tous les moyens pour faire tout ce que vous voulez. Imaginez que vous vous sentez en sécurité parce qu'en fait, nous, on travaille en réseau et quand quelqu'un a des difficultés, on s'entraide les uns les autres. Et du coup, ça nous donne de l'énergie, de la motivation, de l'esprit d'initiative. Et donc, du coup, on se sent utile et apprécié. En fait, vos apprenants peuvent progresser à la vitesse d'une trottinette ou à une vitesse d'une voiture fusée. Et en fait, on a le choix. Soit on continue de faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et puis donc du coup, les apprenants, c'est la trottinette qu'on leur donne, ou alors on peut changer nos manières de faire. Moi, je suis toujours en perpétuelle reconversion. Je regarde toujours comment je peux m'améliorer. Donc,
On peut choisir de continuer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, de donner une trottinette à nos apprenants et du coup, nous-mêmes aussi d'avancer avec une trottinette. Des fois même, il y a des pierres qui viennent nous bloquer. Ou alors, on choisit de donner une voiture fusée à nos apprenants et du coup, nous aussi, on progresse de cette manière-là. En fait, la trottinette, c'est quand on enseigne avec le contenu et la voiture fusée, c'est quand on enseigne avec le processus. Donc, c'est un choix qu'on peut faire. Le processus, je vous rappelle, ce n'est pas les techniques, c'est vraiment la compréhension avec les fonctions cognitives. Donc, si jamais vous êtes plutôt dans l'option 2, en fait, vous pouvez avoir des moyens. Et pour avoir de l'aide pour cela, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez trouver quelqu'un pour vous aider. Mais à ce moment-là, vous cherchez quelqu'un qui connaît précisément les difficultés des apprenants, qui arrive à les cibler en voyant quelles sont les fonctions cognitives, quels sont les domaines d'apprentissage dans lesquels la personne elle excelle et elle excède, dans lesquels elle a le plus de difficultés. L'expérience que cette personne elle a, est-ce que cette personne elle travaille sur le résultat ou sur les processus, ou est-ce qu'il sait analyser les activités avec 7 paramètres rigoureux, pour pouvoir faire une feuille de route qui est solide, ou est-ce qu'il enseigne les connaissances en partant des processus, est-ce qu'il sait transformer une fonction cognitive en compétence transversale, est-ce qu'il sait faire progresser quelqu'un d'une manière accélérée et avec le plaisir? Et est-ce qu'il utilise l'émotionnel et le cognitif dans l'apprentissage? Et puis finalement, est-ce qu'il peut répondre aux questions que vous lui posez? Ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et est-ce qu'il sait donner une fusée à l'apprenant? Donc, moi, je vous ai réservé des créneaux de 45 minutes, parce que là, on va parler après, on va répondre devant tout le monde. Mais si vous avez besoin, j'ai réservé des créneaux de 45 minutes pour échanger avec vous. Évidemment, c'est offert, 100% offert. Et puis là, on va regarder en profondeur ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Et puis, je vais vous préparer un plan d'action précis à suivre pour pouvoir propulser vos apprenants. Et seulement en quelques semaines, vous pouvez apprendre cela. Pensez bien que vous avez des systèmes qui peuvent vous empêcher de faire cela, hein. Des fois, des systèmes extérieurs, des administrations qui sont lourdes, des systèmes intérieurs comme les fausses croyances. Là, dans ce call, on va voir un petit peu quelles sont les choses qui vous limitent. Et ça va être vraiment 45 minutes précieuses. Je vais vous donner des choses, je vais vous montrer tout ce qui peut vous freiner, qui vous empêche d'avoir des résultats. Et puis, je vais vous montrer surtout comment y remédier. Et puis, si ça fait sens de travailler ensemble, je vais vous montrer comment je peux vous accompagner. Donc, c'est offert pour toutes les personnes, pour les personnes qui aiment enseigner. Par exemple, les enseignants, les coachs, les éducateurs, des éducateurs spécialisés, des orthophonistes, des personnes indépendantes, mais des parents aussi qui veulent devenir professionnels de leur enfant. Et puis ceux qui sentent que la métapédagogie est ce qu'ils recherchent depuis longtemps. Donc, si ça fait sens pour vous, si ça vous fait vibrer, sécurisez votre call. Je vais vous le mettre dans le chat tout à l'heure. Je ne peux pas prendre tout le monde, hein, mais réservez votre call. Les premiers services seront les premiers qui auront demandé leur entretien, Laurent. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je fais ça. En fait, il y a tellement de personnes qui ont besoin de votre aide et vous ne savez pas à quel point vous pouvez les aider. Vous avez, en ce moment, si vous êtes parent, vous pouvez devenir professionnel de votre enfant, puis plus tard pour d'autres. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en échec scolaire actuellement. Regardez le nombre de jeunes qui brûlent des voitures. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de sentiment de compétence. C'est leur seule manière de montrer qu'ils savent faire quelque chose. Si on veut changer le monde de demain, on doit changer chez nos jeunes, on doit aider nos jeunes d'aujourd'hui. Des fois, il y a des personnes qui disent « Oui, je n'ai jamais enseigné, je ne peux pas le faire. » Et je vais vous montrer l'exemple de Carole à Colmar. Elle non plus, elle n'avait jamais enseigné.
officiellement du moins. Et puis, elle a trouvé ce qui lui fait vibrer. Elle lui parle. Elle était dans une institution. Maintenant, elle s'en est libérée. Elle libère maintenant des enfants d'échec scolaire et aussi des adultes qui ont des handicaps. Et elle est vraiment heureuse. Donc, pour les plus motivés, je vous rappelle le lien. Je vais le mettre dans le chat. Et puis, on va commencer maintenant à discuter parce que je n'ai pas tout dit et puis j'ai envie de parler encore de différents points que j'ai commencé à aborder pour qu'on puisse les développer un peu plus suivant votre demande. Voilà, merci. Alors, je vous écoute maintenant. Vous pouvez réactiver vos micros. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Moi, si je peux me permettre, c'est Sophie. Oui. Donc, vraiment, ce qui me semble, s'il fallait retenir une phrase dans tout ce que tu as dit, c'est vraiment qu'il faut se concentrer sur le processus d'apprentissage et non sur le contenu. Magnifique. Alors après, voilà, donc j'ai bien compris. Après, je suis pas sûre de savoir toujours comment faire pour se concentrer sur ce processus. Voilà, c'est vraiment le questionnement que j'ai. Comment faire? Parce que concrètement, si on donne un cours, bon, moi je t'avais expliqué que je vais être à la retraite et donc j'aimerais bien suivre des enfants ou des ados qui ont vraiment des difficultés scolaires pour les aider et les remettre sur les rails, leur redonner confiance en eux. Mais voilà, il va y avoir quand même ce contenu qu'il va falloir faire passer. Je veux dire, il va falloir que l'enfant, il arrive à comprendre comment résoudre son équation, etc. Donc, je suis pas sûre de savoir vraiment comment me concentrer sur le processus. Vrai que là, je vais avoir besoin d'éclairage. Là, c'est vrai que tu as besoin d'éclairage. Il y a toute une manière théorique d'apprendre. La théorie, elle est très rapide à apprendre. Après, c'est la pratique. Okay, tu vois par exemple un exercice de maths, et de chercher les fonctions cognitives qu'il y a derrière, parce que c'est celles-là qui vont être que tu vas enseigner à l'apprenant. Donc, c'est le décortiquage ici de ma tâche, de l'environnement, décortiquage de l'environnement. Et des fois, pour décortiquer, tu travailles sur toi. Comment est-ce que tu fais? Donc, tu vas décortiquer ta manière de faire pour pouvoir décortiquer ce que tu as à faire et ensuite l'enseigner à l'apprenant. OK? Ou au moins, ou alors le voir chez l'apprenant, mais lui en faire prendre conscience pour que ce soit encore plus fort. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est pas ça, on a besoin de pratique, de s'entraîner pour que ça devienne une seconde nature. Oui, voilà, c'est-à-dire que peut-être des petits jeux de rôle pourraient aider ou voilà, je comprends bien, mais vraiment pour moi, ça demeure très théorique pour le moment. Tout à fait. En fait, tu peux comprendre que je ne peux pas dire en 1 heure ce que j'enseigne en plusieurs semaines, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Donc, ça. Mais ce qui est essentiel, c'est de comprendre ce qu'il y a, d'avoir cette compréhension, ok, de travailler cette compréhension. Qu'est-ce qu'il y a derrière? De décortiquer les choses. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, comment aussi le présenter pour que ce soit attractif. De faire des connexions. Il y a aussi une autre chose dont je n'ai pas parlé dans les 12 critères du métapédagogue. Il y a un critère qui va permettre de transformer toutes les compétences que tu vas observer chez l'apprenant en compétences transversales. C'est-à-dire que si tu vois une fonction cognitive que l'apprenant va en prendre conscience, et tu vas pouvoir la transposer, faire des ponts dans d'autres activités en utilisant ce même processus. D'accord. Et tu vois, par exemple, le premier garçon que je t'ai montré, lui, il n'arrivait pas à accéder aux apprentissages. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on ne savait pas comment l'enseigner. Nous, on a observé qu'il adorait la musique.
on a toujours commencé nos apprentissages par enseigner le processus avec la musique, pour lui enseigner le processus. Et après, on embrayait sur du calcul ou de l'apprendre l'orientation spatiale ou la lecture avec ce processus-là. Mais comme il l'avait compris avec la musique, eh ben ça allait tout seul. D'accord. Donc, il faut chercher les points forts pour commencer là-dessus. D'accord. Lélie, le lien entre la musique, c'est ça? Par exemple, on va enseigner le processus de... Regardez, moi, ce que je voudrais pour le calcul, c'est d'apprendre à faire une connexion entre le chiffre 2, okay, qui est écrit 2, et puis un groupe de 2 objets. Okay, je veux qu'il fasse cette connexion-là, qu'il fasse aussi la connexion avec le fait que je dise 2 ou avec les 2 doigts. Tout ça, c'est un processus de connexion. Eh bien, on a commencé par lui enseigner la connexion entre, voilà, si j'appuie sur cette touche, quand j'appuie sur cette touche-là, elle est connectée à un son. Avec un piano, ça c'est Do. Et puis on a chanté le Do. Et donc on a connecté, après ça, on a deux touches dans le piano. Si j'appuie sur les deux touches, là si j'appuie avec les deux doigts, regarde les deux doigts, je les connecte avec les deux touches et on entend les deux notes ensemble. Donc, on a fait, je vais vite, hein, mais on a fait la connexion, on a appris la connexion de ce qu'on pouvait faire avec un piano. Et du coup, ça a été le déclic pour lui de comprendre qu'on pouvait connecter les choses. Je peux connecter mes doigts avec les touches. Et c'est ce qui l'a aidé aussi à pointer, hein, d'ailleurs. Et donc, du coup, après ça, la connexion, après, on a enseigné le A et le I. Là, tu te rappelles, le piano, on pouvait connecter le doigt avec la touche. Et bien, le A, on peut le connecter avec le I pour qu'ils chantent ensemble. Et donc, on a axé là-dessus pour lui enseigner la connexion. Ça, c'était le premier jour, par exemple. Est-ce que ça va, Nelly? Le lien pour s'inscrire? Je l'ai mis un peu plus haut. Ah non, je ne l'ai pas mis pour tout le monde. Désolée, autant pour moi. Je vais le mettre pour tout le monde de la réunion. Voilà, désolée Nelly. Le lien pour s'inscrire, je l'ai mis là. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Et ça ce qui est génial, c'est par exemple, quand vous voyez les maths, à la limite, vous pouvez dire ça ne sert à rien. Okay, qui est-ce qui va utiliser les logarithmes dans la vie de tous les jours? Par contre, dans les maths, il y a plein de processus. Et si on fait prendre conscience, c'est pour répondre à Sophie, hein, qui va enseigner les maths comme ça en cours particulier, si on utilise les processus qui sont utilisés dans les maths pour les faire prendre conscience, pour en faire prendre conscience et montrer comment il peut servir de ces processus dans la vie de tous les jours, et bien là, non seulement ça donne du sens, mais en plus, la personne va progresser dans d'autres matières. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Il y a des répercussions quand on travaille sur un domaine en métapédagogie, il va y avoir des répercussions sur plein de domaines différents. Je vous ai montré un exemple en physique, dans le domaine moteur, on va dire. Mais il peut y avoir des répercussions. Là, j'ai eu une maman avec qui j'ai appelé hier. Elle m'a dit, mais c'est impressionnant, comme ma fille maintenant, elle veut devenir autonome. Mais nous, rien que dans la manière d'enseigner, on enseigne. On va se détacher, nous, peu à peu, pour que la personne devienne elle-même son propre métapédagogue. Et donc, on va enseigner de telle manière, on va commencer à enseigner des stratégies de vérification, par exemple. Comment tu peux vérifier par toi-même. Mais le plus important, c'est que ce soit toi qui puisses vérifier. Ce n'est pas moi qui vais te dire si c'est correct ou pas. Nous, on ne va jamais dire à un apprenant si c'est correct ou pas. Hein. On va voir les fonctions cognitives qu'il utilise ou pas, et c'est lui qui doit savoir que par lui-même, c'est correct. Et puis, et on va lui dire, et comment tu te sens quand la personne a trouvé elle a trouvé les fonctions cognitives qu'elle a utilisées, etc. Comment tu te sens? Waouh, tu es fière. Et donc, on va donner aussi à notre apprenant un miroir intérieur. Comment il fait pour se sentir bien? Comment il se fait pour se sentir bien, pour lui faire prendre conscience que c'est ça, son émotion à lui, qui est beaucoup plus importante
que l'émotion de l'enseignant qui est autour de lui ou des autres, pour qu'il puisse travailler sur lui-même et pas travailler pour une récompense extérieure. Nous, ce qui est important pour nous, c'est cette récompense intrinsèque, ce plaisir d'apprendre, cette fierté d'apprendre, ce bonheur, d'avoir des choses positives. Donc, on dope, nous, nos apprenants avec la dopamine, puisqu'en fait, c'est le plaisir d'apprendre. Alors, Christine a dit, non, c'est Stella, la pratique suppose qu'on soit régulièrement coaché. Oui, tout à fait. Et plus on s'entraîne, plus on fera des connexions. Voilà. Et plus on fait des choses. Vous savez, moi, on est sans cesse en train d'apprendre. On ne peut pas dire du jour au lendemain, on sait tout. Sans cesse, on trouve des trucs. Moi, je téléphone à des parents toutes les semaines pour les coacher, pour leur expliquer ce qu'ils peuvent faire dans la semaine. Et puis, le vendredi, on a des feedbacks. Et puis, et c'est fantastique parce qu'en fait, je trouve des choses, ils me racontent leurs difficultés avec leur enfant. Et on trouve des moyens, quand on devient un métapédagogue, on développe notre créativité. C'est quelque chose qui est fantastique, parce qu'à chaque fois, on a des défis, et puis hop, on va être créatif. Donc, être un métapédagogue, ce n'est pas une valise, et puis vous avez tout dedans. Hein. C'est des valises avec des processus dedans, que vous allez aussi mettre en œuvre petit à petit, et vous améliorer. Et si moi, j'enseigne d'une manière, c'est pas ma manière qui est la meilleure. On a chacune nos manières spécifiques, parce qu'on a chacun notre personnalité propre. Ok, donc un même contenu pourrait être enseigné par des métapédagogues de différentes manières. Et du moment que notre apprenant a du plaisir à apprendre et puis qu'il comprend, c'est ça la chose la plus importante. Je parle là, vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous venez de dire, j'utiliserai un autre mot, moi, qui est mettre en place la co-création. Parce qu'en fait, quand vous amenez des idées et que vous prenez l'autre en référence et vous amenez lui à produire, en fait, il y a une co-création qui se fait et c'est un processus de développement de chacun. Mais ce n'est pas défini au départ. Je trouve ça très intéressant de Oui. présenter comme ça. J'aime beaucoup ce co-création. Et on n'a pas nous en haut et puis l'apprenant en bas et on déverse notre savoir. On co-crée ensemble, on co-crée la séance ensemble. Bien vu, j'aime beaucoup ce mot co-création. Merci Christian. D'autres questions? Oui, moi je veux bien poser une question. Oui, Marie-Hélène. Est-ce que ça demande un travail journalier, régulier? Et si par exemple, moi je vois 2 fois 45 minutes dans une semaine, c'est du saupoudrage? C'est super intéressant parce que moi, je me suis toujours demandé j'ai fait pas mal d'expériences pour voir quelle était la fréquence optimum. Et j'ai travaillé au début 2 fois 1 heure par semaine. Il y avait des super résultats. J'ai travaillé 3 fois 1 heure par semaine. Alors là, c'était fantastique. En semaine de boost, on travaille 5 séances par jour. Là, c'est waouh, c'est hyper gros. Et je travaillais aussi 1 heure par semaine. Okay, et il y avait des résultats aussi. D'accord? Bon, bien sûr que les résultats sont moins rapides, on est d'accord, mais on a des résultats superbes. Là, actuellement, je travaille avec une petite fille de CM2, voilà, qui a des difficultés. On n'a fait que 2 séances et déjà tout son comportement a changé. Juste en 2 séances d'1 heure. Parce qu'en fait, elle a compris qu'elle peut comprendre. Rien que ça peut paraître bête, mais elle a compris qu'elle peut comprendre.
et qu'elle doit rechercher à comprendre. Et c'est quelque chose qui est fantastique. J'ai eu des résultats impressionnants avec un enfant qui était venu. Il avait 6 ans quand il est arrivé et il n'avait même pas le niveau de petite section. Je le voyais, comme il habitait loin, je le voyais 2 heures par semaine, donc un bloc de 2 heures. Imaginez, il avait un temps de concentration de 3 minutes au début, hein, de 2-3 minutes, donc je changeais toujours, mais à la fin, c'était des trucs de 2 heures. En une année, alors qu'on a commencé en octobre, les parents ne venaient pas toutes les semaines parce que pendant les vacances, ils ne venaient pas. Et comme ils avaient une religion qui avait beaucoup de fêtes, ils ne pouvaient pas venir souvent. Et bien à la fin de l'année, il a pu intégrer le CP. Je l'ai revu encore pour quelques séances pour le français cette fois-ci parce qu'il était premier en calcul, en CE2. Voilà, il était revenu un petit peu, mais il fonctionnait très bien à l'école. Alors que c'était un enfant, quand il est arrivé, l'école avait dit on ne peut même pas le garder en petite section parce qu'il n'a pas le niveau. Donc, et là, c'est juste, tu vois, en fait, c'est hyper puissant. Hyper puissant. C'est pour ça que quand je dis que ça va 10 fois plus vite que le scolaire, des fois même on va dire des fois 0 fois l'infini, ça n'existe pas en mathématiques, c'est indéterminé. Mais voilà, c'est pour donner un exemple que ça peut aller très vite. C'est Après, rassurant. c'est rassurant, c'est rassurant. Après, ce qui est difficile, c'est quand tu es un apprenant de se dire combien les parents veulent savoir combien de séances il y a besoin. C'est très, très difficile à dire. Très difficile à dire. En fait, il y a beaucoup de choses aussi qui interfèrent. Ce sont aussi déjà, il n'y a pas d'âge. On peut commencer à tout âge. Mais il y a souvent des mauvaises habitudes qui ont été prises. Des fois, on a des enfants qui arrivent, qui ont été vraiment formatés pour trouver le résultat ou qui ont été formatés pour avoir des récompenses dès qu'ils ont fait quelque chose de bien. C'est beaucoup plus difficile avec eux parce qu'il s'agit que de déconstruire, de pouvoir construire quelque chose. En fait, on le fait en parallèle, mais il s'agit d'enlever ces mauvaises habitudes pour les remplacer par des bonnes habitudes. Et ça, c'est plus long. C'est plus long. Mais c'est tout à fait possible. Hein. On a eu un enfant qui est arrivé, là, il a 10 ans maintenant. Il est arrivé, on l'a vu une première fois, il avait 6 ans, donc il n'y avait aucun apprentissage. Et ben là, maintenant, il a 10 ans, je le suis à distance. À distance, il est en CM2 maintenant. Alors qu'il a encore des difficultés, il peut pas encore écrire au niveau moteur, etc. Mais il est quand même dans une classe de CM2. Donc, c'est pour un enfant, Stella le connaît, quand il était arrivé, il sautait partout. Enfin, c'était pour maintenir son attention, c'était extrêmement difficile. Et maintenant, là, je le vois en vidéo dans des séances. Voilà, et pendant 1 heure, il reste assis maintenant. Et ça fait vraiment plaisir. J'ai répondu à ta question, Marie-Hélène? Oui, et ça me réconforte parce que même si c'est peu, c'est mieux que rien, Tout à fait. en fait. Alors que j'avais l'impression que c'était peut-être juste un pansement qu'on mettait un peu, mais non, peut-être. C'est jamais un pansement. C'est jamais un pansement. Parce qu'en fait, on va travailler, on travaille sur différentes choses. Rien que le fait qu'il sache qu'il y a un professionnel qui a confiance en lui et qui sente qu'il est capable, c'est déjà énorme. Merci. D'autres questions? Ouais, Christine, moi j'aimerais revenir sur un truc, quelque chose que tu as dit sur les autres professionnels. Parce que, alors je parle un petit peu pour Delphine, mais pour moi aussi, parce qu'on est confronté. J'ai rencontré une petite fille de 7 ans il y a pas, la semaine dernière, et on l'a étiquetée. Alors là-bas, dans l'école, on a des catégories, lion rouge, lion noir, lion orange, selon leur comportement. Et comment on fait
est-ce possible vraiment, quand tu dis pas facile d'empêcher les professionnels de coller des étiquettes? Quand c'est fait à l'école de façon régulière, comment on peut faire, nous, avec notre approche derrière, en coulisses, comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher que ça arrive? Quand ça arrive de façon récurrente, quotidienne, qu'est-ce que enfin bon, je sais que Delphine, tu m'excuseras, je parle un peu de toi aussi parce que tu es en classe avec, et tu l'entends en direct avec les élèves. Moi, c'était rapporté par la maman. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les parents peuvent faire quand ils sont confrontés à ça? La seule chose, puisque tu ne peux pas changer la personne hein, qui travaille si elle ne veut pas, c'est vrai qu'on peut lui parler, mais souvent, elles le prennent vraiment, les professionnels le prennent très mal. À ce moment-là, je travaille avec l'enfant pour lui expliquer qu'en fait, le professionnel, ben, il a des fausses croyances, il ne sait pas, et que, en fait, quand il met ça, c'est un peu comme s'il colle des… En fait, je lui mets des petits post-it où on écrit des choses que le professionnel peut lui dire. Et je lui dis, ben voilà, il t'a collé ça, il t'a collé ça, il t'a collé ça, il t'a collé ça. Maintenant, tu les enlèves. Hop, et puis, il doit arracher tous les post-it. Et chaque fois qu'il veut vouloir te coller un post-it, hop, t'imagines que la colle ne tient pas. Donc, tu le laisses dire et tu fais ce que tu veux. Et du coup, ça le fait rigoler parce que du coup, parce que je lui annonce qu'il va le recommencer, hein, que le professionnel va recommencer. Ça peut être son enseignant, etc. Et je dis, tu sais, elle a appris comme ça, elle ne sait pas, la pauvre. Elle ne sait même pas ce que c'est que les fonctions cognitives. Elle ne sait même pas que tu peux changer. Donc, ce qui est important, c'est ce que toi, tu as à l'intérieur de toi. Ouais, ouais. Dans la même, si tu veux, dans le même esprit, c'est ce que je disais à la petite fille, je la déculpabilisais parce qu'elle venait ici, bien sûr, avec son étiquette et je lui dis, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, tu n'es pas coupable. La prof ne sait pas faire différemment. Voilà, donc, mais j'aime bien l'histoire des post-it, c'est cool. C'est sympa. Et, Ouais, et puis, alors là, je vais vraiment se protéger parce que quand je demande à l'enfant de me dire qu'est-ce que je mets sur les post-it, qu'est-ce que l'enseignant lui a déjà dit, ça fait mal, hein. Ça oula, fait mal. Et il y en a beaucoup des post-it, hein. Mais c'est important aussi que l'enfant se vide aussi, vide son sac, vide aussi de tout ce qu'il a entendu et qu'on l'écrive et puis après qu'il se l'enlève. ouais, poubelle, très bien. Poubelle, à la poubelle. On fera ça la prochaine fois. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire, Ouais, d'accord. c'est sûr. Et après, je dis aussi aux parents que quand il y a un enseignant qui parle, que l'enseignant ne parle pas de l'enfant en présence de l'enfant. Ah ouais. Et si les parents ils veulent voir l'enseignant, qu'ils n'emmènent pas l'enfant avec. Ça, c'est quelque chose qui, pour prévenir. J'ai envie de partager avec vous une expérience sur Oui, une histoire d'étiquette. C'est un petit sixième, comme disait le professeur, c'est un petit sixième, il pleure tout le temps. Et en fait, depuis qu'il est là, il pleure partout. Dès qu'il rentre dans le collège, il pleure. Je ne sais pas s'il pleure avant, mais en tous les cas, il pleure à tous les coups. Et puis, ils en discutent entre professeurs et il se trouve complètement démuni par rapport à cette situation. Et cette prof dit à ce petit sixième, elle lui dit, je voudrais parler un tout petit peu avec toi à la fin du cours. Alors, à la fin du cours, elle lui dit, j'ai une proposition à te faire. Je vois que tu pleures tout le temps et je pense que ça doit beaucoup t'ennuyer de suivre dans les cours. Alors, je te propose quelque chose. Tu prends une feuille, tu vas dessiner deux yeux, tu fais des larmes et quand tu viens dans la salle de cours, tu vas coller la feuille à l'extérieur sur la porte et tu laisses tes larmes à l'extérieur et tu les reprends sur toi. ah, bien. Et alors, le cours suivant, ben, le petit sixième, il fait son dessin, il va le coller à l'extérieur, il rentre, il ne pleure pas. Excellent. Et il fait ça tous les jours. Chaque fois qu'il vient en cours, il fait ça avec cette prof-là. Et ça redevient en réunion de professeur le problème en disant, il ne sait pas quoi faire, il pleure tout le temps. Et il dit, ben, avec moi, il ne pleure plus. Et il dit, c'est pas possible. Si. Qu'est-ce qu'il avait fait? Alors elle explique. Alors ils ont un échange
il dit, peut-être alors on peut prendre le même processus, on va lui demander s'il est d'accord de laisser ses larmes à l'entrée du collège pour qu'il puisse suivre tous les cours. Et l'élève, il a fait ça, et il a arrêté de pleurer, et il a pu suivre tous les cours. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à un moment donné, il y a un comportement, et lui dire, ce comportement, il existe, en fait, il t'empêche de faire ce que tu veux, en fait, quand tu viens ici. Et on lui offre une option, et cette option, ben, elle lui convient. Et c'est une option où il a le choix. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que vous présentez. C'est l'espace de choix de l'autre qui fait qu'à un moment donné, on peut trouver une option, et si elle convient, l'autre, il la prend. Et c'est ça son espace de liberté, et c'est la liberté de soi aussi de dire, j'offre une option, elle peut marcher comme elle ne peut pas marcher, mais quand ça marche, effectivement, ça fait du bien à tout le monde. Et dans ce que j'entendais, c'est qu'il y a un endroit où il y a à faire attention, et vous le disiez de façon directe, c'est qu'en fait, on peut penser en disant, bah, tiens, si je vais dans la métapédagogie, ça va aller vite, et de prendre que, en fait, comme objectif, c'est que ça aille vite. Et ce n'est pas un objectif, c'est qu'une conséquence. Tout à fait. Et si on est bien dans le processus, bah, effectivement, la conséquence, c'est que ça marche, et que c'est rapide. Et j'aime bien quand vous expliquez tout ça, c'est ça, il y a ça en dessus. C'est-à-dire, c'est pas d'aller vite, mais si on est dans le bon processus, effectivement, le résultat, la conséquence, c'est ça. Au contraire, on dit toujours à l'enfant, tu prends ton temps. Voilà. Voilà. Puisqu'en fait, on cherche à comprendre. Merci pour cette image de laisser le comportement à l'extérieur. Et on pourrait aussi imaginer, donc ça donne aussi une autre idée avec cet enfant qui subit toutes ces choses-là, et ben de montrer qu'en fait ça l'atteint pas. Voilà, il peut écrire aussi sur une autre feuille si c'est écrire. Et puis il peut imaginer qu'il le laisse dans le bureau de la maîtresse, d'accord, ou dans la maison de la maîtresse. Voilà, mais ça rentre pas chez lui, ça rentre pas dans sa maison. Effectivement, nous, on ne travaille pas la vitesse. Hein. Jamais, jamais, jamais. On laisse toujours à l'enfant le temps dont il a besoin pour faire les choses. À l'enfant, l'adolescent ou l'adulte. Merci pour ce partage, Christian. D'autres questions? Des fois, je dis, tu n'as pas justifié, ça c'est sûr. Des fois, je suis négative. Rappelle-toi les 3 pôles. S'il y a quelque chose, si l'apprentissage ne va pas aussi vite, quelles sont les fonctions cognitives à travailler chez l'apprenant, ou alors j'ai pas bien analysé la tâche, ou alors c'est mon comportement. D'accord? Donc, il y a toujours quelque chose à voir sur ces 3 pôles-là. Il y a quelque chose qu'on peut améliorer sur un des 3, donc c'est à voir. Et nos apprenants, ils ont besoin, c'est un des critères de métapédagogie, voilà, de la positivité. Donc, on va faire prendre conscience des choses qui marchent, ok, pour que la personne ait envie d'utiliser. Si je lui mets le doigt dans la tête dans le caca, il n'a pas envie. L'apprenant n'aura pas envie. Si on lui dit oui, bon, parmi les fonctions cognitives, regarde, il y a celle-là, 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 celle-là et celle-là qui sont déficientes. Non, j'exagère. Et maintenant, il y a pas qui le font. Non, mais par exemple, c'est vrai, quand elle écrit un mot, par exemple, je lui dis, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Que tu aurais dû faire. C'est vrai qu'elle a manqué de justification, et elle vérifie pas, elle relit pas ce qu'elle a écrit non plus. Alors attention, Christiane. Là, on parle parce que je veux pas trop dire de choses, mais regarde dans ta manière de dire, elle ne vérifie pas. Tu parles comme si c'était d'une manière générale. Attention à ce que ça ne devienne pas une étiquette. Oui, c'est vrai. D'accord? Non, mais moi, je dis ça, mais je ne vais pas lui dire devant elle, naturellement. Mais en fait, on doit travailler sur notre état d'esprit. Oui, c'est vrai. Même si on ne le dit pas devant l'enfant, comment est notre état d'esprit? Qu'est-ce qu'on pense à l'intérieur de nous? Parce que ça transparaît après avec notre apprenant.
Si au fond de moi, je crois que l'apprenant ne va pas y arriver, ouais, il va nouveau pas vérifier, etc. Oh là là, comment est-ce que je vais encore me prendre la tête? Comment est-ce que je vais faire pour rester calme? Notre apprenant, il va le ressentir. Oui, parce que des fois, on bloque pour connaître les processus, hein. Ben, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et puis aussi, quelque chose de difficile, c'est que Christiane, travailler avec son propre enfant, C'est plus difficile, je pense. beaucoup plus difficile. Parce qu'en fait, tu as tout un côté affectif Affectif qui peut rentre en ligne de interférer. compte. Parce qu'on veut que notre enfant y arrive. Pas de résultat, disons. On veut le résultat. Hein. Alors que quand on travaille, nous, avec des apprenants, ben, on arrive à être beaucoup plus détaché. Oui, ça y fait ça. Ouais. Donc, c'est vrai qu'en tant que parent, c'est plus difficile. Mais bon, je me souviens, j'avais parlé le premier jour où j'ai rencontré le professeur Feuerstein. Il m'avait dit, je lui avais dit que je m'occupais de mon fils. Et il m'a dit, ah non, 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 cherchez un professionnel pour vous en occuper. Les parents ne doivent pas s'occuper de leur enfant. Et je lui ai dit, mais s'il n'y a personne, qui va s'en occuper? Et donc, je pense qu'on peut faire avancer moins vite peut-être son enfant, ok, quand on est parent, mais on fera toujours beaucoup mieux que si on ne fait rien. Parce qu'une chose très importante que le parent peut avoir, que des fois les professionnels n'ont pas, c'est qu'on croit en l'enfant. On croit qu'il peut y arriver. Et ça, c'est déjà énorme. Donc, je peux dire, bon, j'ai travaillé d'un point de vue professionnel et d'un point de vue de parent. Et moi, je peux dire que ça marche. Je suis quand même bien meilleure avec d'autres enfants, ça c'est sûr, ok, parce que j'ai beaucoup plus de détachement. Mais ça fonctionne. On continue, on travaille, on fait des choses. Et puis aussi une autre chose, c'est que regarde, quand on est parent, on voit pas, on se rend plus compte comment l'enfant y était, parce qu'en fait, on vit avec l'enfant tous les jours. Oui. Et des fois, c'est des personnes extérieures qui disent oh, ouais, j'ai vu ta fille il y a 10 ans, bah dis donc, qu'est-ce qu'elle a progressé en ça, c'est à ça. Tu vois? Et ça, c'est des choses à voir aussi. J'ai une question suite à l'intervention. Oui. C'est en fait se dire ça marche ou ça ne marche pas. On peut constater ça. Et est-ce qu'il y a des incompatibilités dans les fonctions cognitives? C'est-à-dire, je ne sais pas, je vais remettre mes lunettes. Christiane, quand elle intervient, en fait, elle va fonctionner à partir des fonctions cognitives. Elle va mettre en route des fonctions cognitives qui lui est propre, avec lesquelles elle a l'habitude de fonctionner, qu'elle va utiliser en préférence. La personne qui est en face, l'enfant, un adulte, il va aussi fonctionner avec des fonctions cognitives qui peuvent être différentes. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des fonctions cognitives qui peuvent être incompatibles, qui fait que ça ne marche pas? C'est la question que je me pose. En fait, je te parlerai plutôt de domaine d'application. Parce qu'en fait, les fonctions cognitives fonctionnent dans 8 domaines. Et moi, je peux être très à l'aise dans un domaine et vouloir enseigner avec le domaine dans lequel j'excelle. OK ? Par exemple, j'adore parler, donc c'est le domaine verbal linguistique. On peut l'appeler intelligence verbale linguistique au sens de Werner, mais ce sont des domaines d'application. Et j'aime parler et je crois que tout le monde peut comprendre du moment que j'explique. Okay, que j'explique parce que je vais trouver les mots justes, etc. Et je pense que tout le monde va pouvoir comprendre. Mais mon apprenant, lui, il a besoin de toucher avec ses mains, de faire des expériences. Lui, les mots, ça ne lui parle pas. Et donc, je vais faire des tas de choses, je vais enseigner avec mon domaine d'application la fonction cognitive, mais d'enseigner la fonction cognitive avec mes mots, avec mon côté verbal, je ne vais pas pouvoir toucher mon apprenant qui est plutôt, lui, du côté kinesthésique.
Et c'est ça, il s'agit de se remettre en cause notre manière de faire. Pour varier, c'est pour ça qu'en tant que métapédagogue, on varie énormément l'apprentissage pour utiliser le plus de domaines possible, si on ne connaît pas l'apprenant, pour voir comment est-ce qu'on peut le toucher. Et c'est quelque chose qui va... Et c'est là l'incompatibilité, Christian, je pense. C'est de voir... j'écoute, en tant que quand j'étais enseignante au lycée, je voyais des profs, ils pouvaient parler pendant des heures, mais juste parler sans aucun support visuel. Moi, si j'avais été dans leur classe, je décrochais complètement parce que j'ai besoin d'avoir des supports visuels pour pouvoir accrocher. Ok, ça c'est mon fonctionnement à moi. Maintenant, on a des. Moi, je sais que la fille de Christiane, elle aime beaucoup la cuisine. Et je commencerai par faire que de la cuisine en utilisant les fonctions cognitives pour bien lui enseigner ça. C'est un fait que je devrais plus faire ça. Parce qu'elle aime bien lire les recettes, c'est-à-dire elle va lire les recettes plus facilement que si je lui donne une autre lecture. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Tu vois, et dans la cuisine, tu as toutes les fonctions cognitives. Donc, tu commences par la cuisine pour lui enseigner la fonction cognitive et après, tu envoies sur un exercice de calcul, par exemple. Tu vois? Alors comment tu transfères alors en calcul après? Ben si, d'après si tu veux peser quelque chose, c'est ça que tu veux dire, non? Ça dépend de ce qui est marqué dans la recette. Oui, oui. Mais tu as toutes les fonctions cognitives dans la cuisine. Bien. Je te remercie pour ta réponse. Ce que je trouve intéressant, en fait, d'observer moi, c'est quel est le canal de communication de la personne. Donc, il y a des gens qui sont visuels, des olfactifs, des auditifs, des gustatifs. Si on n'est pas dans le bon canal, si on est auditif et puis qu'on veut expliquer à quelqu'un qui est visuel en prenant des exemples auditifs, ça ne marche pas. Parce que la représentation ne l'a pas. J'aime bien ta réponse, c'est ça. Donc, on peut voir. Là, Cuisine ou travaux manuels, par contre. Tout à fait. Là, en fait, Christian, là, on peut voir du côté de la garandrie. Et moi, je préfère utiliser les travaux de Garner parce que c'est beaucoup plus vaste. Parce qu'à ce moment-là, on va toucher d'autres intelligences. Il appelle ça des intelligences, j'appelle ça des domaines d'application. Okay, et donc, on peut enseigner les processus avec... voilà, on a un enfant qui aime la nature, et ben on va travailler avec la nature, avec des animaux, avec des plantes, et puis on va lui enseigner par là les processus dont on va avoir besoin pour le travail scolaire. Oui. Et comment découvrir le canal de communication de l'apprenant? Sonia, c'est une très bonne question. Quand on ne le connaît absolument pas, quand on travaille avec, on s'en rend vite compte. Mais quand on ne le connaît absolument pas, je demande aux parents de décrire les jeux. Comment est-ce que l'apprenant il fait pour s'occuper? Quels sont ses centres d'intérêt? Et avec les centres d'intérêt, on voit souvent quelle est on va dire, l'intelligence préférentielle d'apprentissage. Donc, c'est comme ça que je fais. Puis après, on vérifie. On commence et puis on fait ça. Oui, Christine, c'est Sophie. Je voudrais savoir si tu proposes des outils pour pouvoir mesurer les domaines de cognition. Est-ce qu'il y a des outils concrets qui permettent de comprendre là où sont les lacunes dans les domaines C'est très bien, très bien ce que tu me dis. Stella, elle va en rajouter une couche aussi. On a commencé un outil comme ça, un outil d'évaluation, ok, un outil d'évaluation pour savoir sur quoi on peut travailler, quelles sont les fonctions cognitives qui pêchent, et je continue à le faire. Il y a déjà la structure informatique qui est en place, ok, le site qui est en place, mais il n'est pas encore fini. Voilà, si c'est ça ta question, mais c'est très important qu'on arrive à le finir. Tout à fait. Là, pour l'instant, on est en train de, si tu veux,
on a besoin de trouver des moyens pour accélérer les choses parce qu'on ne peut pas se permettre de passer 3 heures pour voir quelles sont les fonctions cognitives qui ne vont pas. Donc, de voir un peu comment est-ce qu'on peut arranger notre manière de faire pour que on puisse, par exemple, taper au milieu, puis descendre, enfin avoir des choses un peu plus rapides, voilà, pour l'évaluation. Pour Ok. qu'en une demi-heure, on puisse arriver à trouver. Alors, on a déjà des petits outils pour connaître les intelligences préférentielles. Voilà, ça, tu peux voir. Mais demande à l'apprenant qu'est-ce qu'il aime et tu verras bien. Tu vois déjà comment. Ah, ben, j'aime être avec les copains. Voilà, tu sais que tu peux utiliser l'intelligence interpersonnelle pour travailler avec l'apprenant. D'accord. Et il y a une autre question que je me pose, c'est, bon, on va se trouver en face d'un enfant donc, qui a des difficultés, mais aussi avec ses parents. Et il se peut que les parents, on comprenne vite qu'ils ont des attentes, mais qui ne sont pas ce sur quoi on devrait se focaliser. C'est-à-dire qu'il peut y avoir voilà, des parents qui sont vraiment dans l'attente d'une réussite dans tel domaine, qui ont un objectif, parce que bien sûr qu'en tant que parent, on va un peu, en fonction de son histoire personnelle, on va un peu programmer ses enfants, avoir tel ou tel type d'attente. Et ça peut, j'imagine, être une difficulté parce que nous, on va voir que c'est pas le plus important, qu'il faudrait prendre un cheminement voilà, pour amener par exemple l'enfant à vraiment bâtir une confiance en lui. Et puis, enfin, ça doit pas toujours être facile de gérer ce décalage, je veux dire, avec les attentes des parents. En fait, ce que tu veux dire, là, tu appuies nouveau sur le côté émotionnel hein, qui influe sur le cognitif. Ouais, Si les parents mettent la pression sur l'enfant, l'enfant, il a du stress. Et quand on a du stress, eh ben, le sang, il ne va pas dans le cerveau, l'oxygène ne va pas dans le cerveau, il va dans les muscles. Et donc, il peut moins bien apprendre quand il se sent stressé. C'est pour ça que l'histoire de la feuille blanche, etc. Donc ça, c'est vrai qu'il s'agit de travailler avec les parents. Il s'agit de travailler avec les parents pour le stress qu'ils peuvent mettre sur l'enfant, mais aussi leur manière de parler. Leur manière de parler, est-ce que les parents ils mettent des étiquettes? Ouais, toi, tu n'es qu'un bon à rien, tu n'arriveras jamais à rien. Donc, enfin, quand moi je travaille je travaille plus avec des enfants sans une formation préalable minimum avec les parents. Où je les forme un minimum des choses, voilà, un peu comme la règle du jeu. Que moi je vais faire ça, mais vous devez vous engager à ne pas mettre d'étiquette, à ne pas à l'encourager, à ne pas mettre la pression, etc. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Parce que sinon, tu vas arriver. Là, j'ai fait une exception avec cette petite là que je suis. Là j'ai juste fait 2 fois 1 heure avec elle. Mais au bout de la première heure, elle faisait des trucs superbes. Elle avait appris, par exemple, l'étape de multiplication, entre autres, hein, dans ma séance d'1 heure. Et puis, elle était là avec sa mère, elle voulait lui montrer, et je l'ai vue, mais complètement, mais paralysée, quoi. Elle était là, mais une peur incroyable. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben maintenant, voilà, je comprends d'où vient une partie de ton problème. Donc, mais là, je ne pouvais pas parler à la maman devant la fille, donc je vais lui téléphoner demain pour lui parler de ça aussi. Parce que des fois et les parents, ils ont souvent une très bonne intention. Okay, c'est juste que c'est eux qui n'arrivent pas à gérer leur angoisse. Et du coup, ils la transmettent à l'enfant. Après, voilà, d'ordonner une autre fois, j'en donne souvent aux parents des petites choses à faire, hein, parce qu'on a vu un processus, comment ils peuvent utiliser le processus dans la vie de tous les jours. Donc, je leur demande de continuer à la maison. Et puis, il y a une fois un parent qui me dit bon, alors c'est quoi les devoirs pour aujourd'hui? Non, c'est pas les devoirs. Donc, ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail à faire avec les parents. Parce qu'ils peuvent aussi saboter. Ils peuvent saboter en un mot. Hein.
me rappelle d'un élève que j'avais eu en tant qu'enseignante au lycée, en terminale. Et puis, vraiment, je l'encourageais et puis il progressait. Il arrivait à avoir la moyenne. Enfin, c'était vraiment fantastique. Il était vraiment parti de 3 au premier devoir. Et puis, il arrivait à progresser. Et puis, d'un coup, hop, rechute libre. Donc, je parle avec lui en privé. Et il me dit, oui, oui, j'ai discuté avec mes parents. Ils m'ont dit que de toute façon, on est nul en maths de père en fils, que de toute façon, j'y arriverai jamais, donc c'est pas la peine. Et puis que de toute façon, je peux très bien continuer à faire mon BTS d'agriculture sans avoir le bac. Donc, c'est pas un souci pour moi. Je laisse tomber. Voilà, les parents qui m'ont tout saboté voilà, avec une parole. Voilà, génétiquement, tu peux pas. C'est- Alors je lui ai dit que moi, mes deux parents, ils étaient classés éthique et littéraire. Ok, ils ont toujours été fâchés avec les maths. Et donc, c'est pas génétique du tout. Voilà, contre-exemple. Mais voilà, c'est vrai qu'il s'agit de faire vraiment très attention. Et Oui, puis, j'aimerais bien rebondir sur la première question de Sophie à propos d'établir, de faire un mini bilan, un mini état des lieux rapidement. Euh, Moi, ce que j'utilise, je fais un jeu en fait. Je fais un jeu avec l'enfant, avec la personne, et selon comment il appréhende le jeu, je peux capter en fait tout ce qui marche bien, tout ce qui fonctionne bien dans son comportement, dans le déroulé du jeu. Et le jeu que j'utilise pas mal, alors j'ai deux jeux sous le coude. J'ai un jeu de Nergogym un petit peu complexe qui est assez sympa. Et aussi le code couleur, le jeu de code couleur. Je trouvais très intéressant de l'utiliser parce que c'est un jeu qui se fait seul. Et quand on donne le paquet voilà, à la personne et qu'on lui dit, ben voilà, il y a un petit livret, il y a un modèle, il y a des plaquettes et tu peux les superposer, il y a un socle, tu les mets, tu te débrouilles. C'est très intéressant de voir comment les personnes se comportent tout à fait différemment face au jeu. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai eu un jeune de 15 ans. Lui, tout de suite, il est allé au niveau expert. Il n'a pas du tout commencé voilà, par une petite progression. Donc, pendant une demi-heure, je l'ai laissé se dépatouiller. Mais comme il est allé au niveau expert, il s'est trouvé très rapidement en difficulté. Et je le voyais changer l'ordre des plaques et tout ça. Et puis à un moment donné, je lui dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah, il me dit, je cherche, j'y arrive pas. Et je lui ai simplement posé la question, je lui dis, mais à quel niveau tu es? Bah, il me dit expert. Et je lui dis, pourquoi tu es allé directement au niveau expert? Et voilà, on a pu parler justement du défi, se donner des défis, faire des choses difficiles. On a pu tirer des principes. Mais ça m'a amusé parce que c'est un exemple pour dire, voilà, on peut générer vraiment des principes de ça, mais aussi apprendre à l'enfant enfin au jeune, on peut le guider, lui dire, écoute, quand on se trouve face à quelque chose de nouveau, comment tu peux faire différemment pour justement habituer ton cerveau à apprendre les processus qui vont avec, qui vont te permettre d'aller au niveau expert. Donc ça m'a permis de tirer les cartes des fonctions cognitives pour lui dire, voilà, ce qu'il avait bien pu mettre en place et aussi pourquoi il s'était retrouvé bloqué à un moment donné. et c'est un bel exemple où l'émotionnel est très lié au cognitif. Ouais. Et ça me fait penser, il y a 2 mois, j'ai travaillé avec un garçon de 5 ans. Pareil, le même jeu que toi. Pratique, ce jeu, très pratique. Et puis, il a fait. Bon, je lui ai demandé de faire la première page. Bon, il me l'a faite. Et puis, il dit non, mais c'est ennuyeux ça. Et puis, il prend la dernière page, donc du niveau expert, et il le fait et correctement à 5 ans. Bon, je travaille beaucoup avec les enfants précoces, j'adore ça, parce que c'est des défis aussi qui sont vraiment superbes. Et, euh, et, et ce qui était vraiment essentiel, donc là, on voit d'une chose, c'est que c'est le côté émotionnel, quel rapport j'ai face à la difficulté. Est-ce que j'essaye, regarde comme l'apprenant là de Stella, j'essaye pendant une demi-heure, même si j'y arrive pas, on voit de la persévérance, hein, mais c'est génial. Ou alors, des fois, on a d'autres personnes qui disent oh, c'est trop difficile, puis ils ferment. Hein, où j'ai pas le temps, j'ai envie de jouer à autre chose. Donc, quel est le rapport face à la difficulté? Donc, il s'agit de travailler. Pour nous, on appelle ça des comportements, des fois des comportements des fuites.
quand on voit des personnes qui persévèrent, qui font des choses, on se dit ça c'est génial parce que c'est des personnes qui peuvent avancer. Mais pour des personnes qui ont des comportements de fuite, eh ben, on va travailler aussi sur ces comportements de fuite. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui vont les empêcher d'avancer. Ça peut faire partie des fonctions émotionnelles, de savoir prendre conscience qu'en fait, on a peur, hein, c'est de la peur, et de pouvoir travailler sur cette peur. Et c'est vraiment super parce qu'en fait, dans un jeu qui est a priori plutôt visuel spatial, on peut déjà voir les fonctions cognitives. Ouais, ouais, ouais. Les jeux sont vraiment très instructifs. Nous, on aime beaucoup utiliser les jeux. On a pas mal d'outils Braining qui sont créés, mais on aime bien utiliser des jeux comme ça de la vie de tous les jours, mais avec les fonctions cognitives. Et ça change tout. De raconter une petite histoire, ça change tout. Oui, et justement, Christine, est-ce que tu recommandes certains jeux? Est-ce que tu peux donner des idées de jeux précis qui vont être plus révélateurs que d'autres? Enfin, tu parles de ce jeu-là de code couleur. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Alors, tu tapes code Mais couleur, color code aussi, des fois c'est écrit en anglais. d'accord. En fait, la plupart des jeux Smart Game, Smart Game. voilà, ils sont bien. Parce qu'il y a beaucoup de Et ce qui fonctions est cognitives. important, ouais, ce qui est Après, il y a important. un jeu que tout le monde connaît, c'est les échecs. Ah oui. Dans les échecs, tu as énormément de fonctions cognitives. Enfin, moi, je ne suis pas une championne aux échecs, hein. Alors bon, j'imagine C'est quand comme même ça que tu apprends. il doit falloir justement quand même un peu dominer le jeu, à part de connaître Alors après, aux échecs, tu as plein de manières de jouer. Tu peux Mm. apprendre, et ça, je déteste ça, il y en a qui apprennent des tas de, comment on appelle ça, des tas de stratégies par cœur, ok, des tas de tours, voilà, je vais faire ça, et puis hop, forcément, l'autre, ça va le coincer s'il n'a pas contré au deuxième truc que j'ai fait, voilà. Ça, c'est pas marrant, je trouve. Ce qui est marrant, c'est justement comme toi et moi, où on découvre et puis on apprend ensemble. D'accord. Ce qui est important là-dedans, en fait, Sophie, c'est aussi de bien connaître les fonctions cognitives nécessaires pour jouer au jeu. Ok. C'est pas le tout d'avoir un jeu. Voilà, il faut vraiment que toi, en tant que métapédagogue, si tu l'es, si tu es formé, c'est de comprendre ce qui se passe quand tu joues à ce jeu. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est la conscientisation. Ouais. Et c'est quand on est conscient de ce qui se passe, regarde, on va faire une analogie avec le côté moteur. Regarde des athlètes, regarde des danseuses. Elles ont une proprioception, une conscience de leur corps qui est très, très développée. Mhm. Et du coup, bah, elles peuvent faire des choses, elles savent très bien où est leur main, où leur pied dans l'espace, etc. Elles savent exactement ça. Et c'est un peu comme elles peuvent le ressentir elles-mêmes, et ils peuvent aussi avoir des coachs qui leur disent, attends, il faut que tu lèves plus ton bras, ou regarde, là, quand tu as ton saut, tu n'as pas assez levé ta cuisse gauche, voilà. Mais nous, on Mhm. travaille au niveau intellectuel. Et donc, il s'agit de pouvoir décrire la tâche, l'environnement, hein, avec les fonctions cognitives et que la personne en prenne conscience pour qu'elle puisse devenir meilleure. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, des fois, pensez des fois à des fausses croyances que vous avez. Le jour où vous en avez pris conscience, eh bien, vous avez pu travailler dessus. Mhm. Tant qu'on n'a pas ça, on peut faire des choses machinalement et puis du coup, ben, c'est moins efficace. Ok. On peut faire des choses quand même, hein. Je veux dire, moi, j'ai fait toute ma scolarité sans connaître les fonctions cognitives, ok, sans en avoir pris conscience. Mais si tu vas voir, en fait, oui et non, parce que je réfléchissais beaucoup sur ma manière de faire. Je veux dire, toute petite, quand j'étais à l'école, j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait, pourquoi on faisait ça, parce qu'en fait, on m'apprenait des techniques, mais je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont précoces, qui sont en décrochage scolaire, parce qu'en fait, on leur donne pas ou ils n'ont pas les capacités, ils ne croient pas qu'ils peuvent comprendre par eux-mêmes, ou on leur explique pas qu'ils peuvent comprendre par eux-mêmes. Et donc, du coup, comme ils n'ont pas cette compréhension, ils vont décrocher, parce que ça va les bloquer.
Donc, je travaillais quand même beaucoup je décortiquais quand même toutes les choses qu'on m'enseignait pour comprendre ce qu'il y avait en dessous. Mais le fait que le jour où j'ai appris à mettre des mots dessus, et là, ça a été mais magique. Ou mettre des mots sur un comportement d'enseignant. Ok, je faisais des tas de choses naturellement, mais quand on met des mots dessus, et bien à ce moment-là, on se rend plus de compte des choses et du coup, on peut travailler dessus et s'améliorer beaucoup plus. D'accord. Tu vois, mon mari, quand il corrige des copies, il met les fonctions cognitives qui n'ont pas été utilisées. Et du coup, ben, les élèves, ils apprennent comme ça les fonctions cognitives. Et puis, et c'est quelque chose, même quand c'est des élèves qui ne voient pas. Hein. Après, quand c'est juste écrit, c'est difficile de voir les fonctions cognitives qui ont été utilisées ou pas. On peut se dire, ça peut être ça, ça ou ça. Pour certaines choses. Hein. Après ça, on peut peaufiner. Mais avec le comportement, on voit. Regarde, imagine un élève qui fait un truc, tu le vois qu'il le fait très vite, et puis il s'est trompé, c'est pas du tout la même chose qu'un élève qui a fait la même chose en prenant une demi-heure de son temps. Tu vois? Tu peux comprendre que c'est parce que le premier élève, il a fait les choses trop vite, et ben, à ce moment-là, il n'a pas utilisé les fonctions cognitives parce qu'il a voulu aller vite au résultat. Et puis, donc, nous, on appelle ça un manque de circonspection. Et donc, ça, tu ne peux pas le voir une fois que tu as juste la copie, par exemple. Mais c'est en observant l'élève, c'est là que tu te rends compte des choses. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je t'en prie. D'autres questions? Il est bien tard là. Voilà, on a presque parlé pendant 2 heures. Voilà, bah écoutez, on peut continuer à discuter. Hein. Vous prenez un petit rendez-vous et ce sera vraiment un plaisir de parler avec vous. Donc, si vous pouvez écrire juste à la fin dans le chat une petite phrase de ce que vous avez appris, qui vous a appris le plus, ou qui vous a touché, on va dire, émotionnellement. Oui, Marie-Hélène, l'encourager à chercher par lui-même, tout à fait. J'aime bien, Stella, ce que tu dis. En fait, on va créer des automatismes chez les élèves, des bons automatismes, des bonnes habitudes. Un tout petit mot, même si vous mettez juste un mot, pas obligé de faire une petite phrase. Ça s'appelle la synthèse. Une synthèse émotionnelle. Voilà. Non, je n'ai pas l'habitude de ce type de conférence. Je ne sais pas à quel endroit on écrit les choses. Ah, c'est en bas, Christian. Mais ça ne marche pas, je ne peux pas l'envoyer. C'est en bas, c'est dans discussion. On l'écrit et après on met. Saisir le message, c'est ça? Saisir le message, non? Oui, saisir le message. Oui, mais après, ça ne s'envoie pas. Après, tu fais entrer. Entrer. Entrer? Mais oui. Tout est toujours possible. On va y croire, l'encourager à se faire confiance, croire en l'apprenant, ne pas mettre d'étiquette, encourager à vérifier son résultat, faire un automatisme. Oui, on va l'encourager aussi à chercher par lui-même, hein, Marie-Hélène. Ah si, ça marche. Tu vois? Penser avoir du positif. Oui, donner confiance. Patience. Le processus et les fonctions cognitives, ça donne des idées. Lui démontrer qu'elle peut se faire confiance. Oui. On a beaucoup de confiance. Très important. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour cet échange. Et puis, on pourra en faire un autre sur la motivation si ça vous intéresse. Oui. Hein? C'est très chouette. Voilà. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci. On nous en apprend toujours.
Merci Christiane. Voilà, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci pour ton accueil. Merci Christine. Et je t'en prie. Au revoir. À bientôt.